Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Pierre Lebel de Budgetbox. Bonjour Pierre, Bonjour Guillaume, merci de nous accueillir. avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc moi je suis Pierre Lebel et je suis le cofondateur de la société Budgetbox. Donc société que j'ai cofondée en 2007 avec Gauthier Dessy. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est Budgetbox? Alors Budgetbox, on est spécialisé dans ce qu'on appelle l'engagement des consommateurs connectés. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un consommateur connecté? C'est un client qui fait ses courses de grande distribution, enfin ses courses alimentaires au travers d'un écran. Ça peut être en drive, sur le site e-commerce, drive de l'enseigne, ensuite je me fais livrer ou je vais aller chercher sur un point de retrait mes courses. Mais ça peut être également dans un magasin physique où je vais prendre une scannette qui va me permettre de scanner mes articles au fur et à mesure de mes courses pour passer en caisse sans décharger mon panier. Une scannette, où aujourd'hui on peut également le faire avec son téléphone. Donc ça c'est ce qu'on appelle un parcours de courses connectées, que ce soit en magasin ou en ligne. Aujourd'hui ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire. Et nous, sur ces parcours de courses connectés, on va diffuser aux clients des recommandations sponsorisées. Très concrètement, je suis par exemple sur le site d'Auchan Drive, j'ajoute des pâtes à mon panier, et parce qu'on a identifié que c'était adapté pour moi, on va me proposer une recommandation pour un produit complémentaire, par exemple de la sauce. Donc je vais avoir sur l'écran un coupon de réduction qui va apparaître et qui va me proposer d'acheter la sauce Barilla avec une réduction de 30 centimes. Si j'ai le même comportement dans un magasin physique au travers de ma scannette, je scanne des pâtes, je vais avoir de la même façon une recommandation qui va me proposer d'acheter ce produit que je n'aurais peut-être pas spontanément acheté, mais là, en me proposant la réduction qui va bien, je vais peut-être me laisser tenter par ce produit. Alors du coup, sur cette partie création d'entreprise, forcément, j'imagine qu'assez rapidement vous avez dû avoir des salariés. Le premier salarié, c'est combien de temps après? Alors, on a fait les 3 ans en parallèle de notre cursus étudiant, et Mhm. donc quand on a créé la société, c'est à ce moment-là qu'on a recruté les premiers collaborateurs. Et donc ces premiers collaborateurs, comment on les recrute? On est étudiant, on n'a aucune expérience, même pas d'expérience d'avoir travaillé Ouais, soi-même, tout à entre fait. guillemets. Comment on transmet la fibre? Comment on les choisit? Euh, Potentiellement, j'imagine que tu as pu recruter des gens qui étaient peut-être même plus vieux que toi, puisque tu étais Ouais, étudiant, ouais, donc tout il à faut fait. leur vendre aussi que c'est un projet étudiant et qu'il va devenir quelque chose. Comment on s'y prend? Alors, quand on s'est lancé dans le projet, donc en première année d'école, il y avait une grosse dimension technique sur le projet, parce qu'on est vraiment sur le développement d'applications logicielles, donc il y avait une composante technique qu'on ne maîtrisait pas du tout, parce qu'on était sur un cursus école de commerce. Donc dès le départ, on avait cet enjeu de pouvoir rallier des personnes pour pouvoir boucler la boucle et faire cette partie développement. Et des personnes qui en plus maîtrisent quelque chose que toi-même tu Que maîtrises tu pas, maîtrises pas du ni tout, ton ouais. associé. Exactement, alors pas du tout. Alors ce qu'on a fait en fait pour pouvoir faire ça, on a eu un petit peu le réflexe étudiant, il y a quand même beaucoup d'écoles sur Rouen dans différents domaines. On s'est dit, bah voilà, nous on a un programme de création d'entreprise, école de commerce, il doit bien y avoir des programmes qui doivent ressembler à ça dans les écoles d'ingénieurs de la région. Donc on est allé voir les différentes écoles d'ingénieurs et il se trouve qu'au niveau de l'INSA Rouen, ils avaient un programme qu'ils appelaient un PIC, un projet d'étudiants où ils réunissaient des groupes d'étudiants de l'INSA, alors ils étaient un peu plus nombreux que nous, c'était une dizaine, et ils travaillaient sur des problématiques d'entreprise. Et donc on a présenté notre projet aux étudiants de l'INSA, donc toute la promo qui était concernée par ce projet, en leur disant, bah voilà, nous on a une idée, on souhaite développer une entreprise sur ce concept-là. Par contre, on cherche à nouer un partenariat avec une autre école pour pouvoir justement faire toute cette partie développement. Donc les premiers prototypes, on les a développés en coopération avec l'INSA et avec ces étudiants qui ont travaillé avec nous sur la matérialisation de ce qu'on avait nous pour le coup posé sur le papier. Et l'idée in fine c'était que des étudiants de l'INSA qui étaient sur... Alors eux ils étaient pareil dans un cursus universitaire, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi dans la même démarche que nous au départ. Mais ce qu'on s'était dit c'est qu'à la fin du programme, il y aurait peut-être des étudiants qui seraient intéressés pour rejoindre l'entreprise et bosser directement avec nous. Alors pour différentes raisons ça s'est pas fait, donc c'est pour ça qu'on a recruté nos premiers collaborateurs dès qu'on a créé l'entreprise, du coup, pour prendre le relais de ce qui avait été développé au niveau des équipes de l'INSA. D'accord. Et justement, donc ces premiers collaborateurs, qui en plus potentiellement sont techniques, donc Ouais, là aussi un métier que tu maîtrises pas. Alors, tu as peut-être un petit peu l'expérience d'avoir géré d'autres étudiants, mais ça reste des étudiants, on est sur un autre rapport que quand on est tout à fait. le Ouais. chef. Comment on les recrute, comment on les choisit bien et comment on commence à les manager? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup appris sur cette partie étudiant au départ, parce que c'est pas du tout la même culture entre une culture école de commerce et une culture ingénieur. Oui. Il y avait beaucoup
d'apprentissage à faire sur comment fonctionne l'autre, sur comment on peut travailler ensemble. Donc Tu dirais qu'il y avait des a priori, mais... ah oui, oui, je pense, oui. Oui, je pense qu'il y avait des a priori de part et d'autre, ce qui est dommage parce qu'une fois qu'on a franchi cette barrière-là et qu'on arrive à se comprendre, à discuter ensemble, il y a des belles choses qui peuvent se faire. Mais oui, au départ, on n'a pas du tout les mêmes façons de raisonner. Nous, on va plutôt attendre sur le résultat, on attend la chose finale. Là où était vraiment dans la démarche explicative du cheminement, de comment ça s'est construit. Et nous en plus, on était vraiment en attente, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment voir les choses se matérialiser. Donc il y a toute cette partie compréhension mutuelle qui s'est construite. Et pour le recrutement, en fait, sur les premiers collaborateurs, on avait eu un certain nombre de personnes qui nous ont accompagnés sur cette phase de anté-création. Et le premier collaborateur qu'on a recruté, en fait, ça s'est fait par le réseau. C'est une personne qui nous a dit, bah tiens, je connais un tel que j'ai rencontré d'une certaine façon euh, et qui pourrait être intéressé par votre projet et qui également a les capacités de s'intégrer sur une structure naissante. Parce que quand on crée une entreprise, qu'on est donc trois, donc mon associé, moi-même et la personne qu'on a recrutée, bah, il faut être très polyvalent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que du développement informatique, il faut savoir aussi faire un petit peu d'infra, il faut savoir un peu toucher à tout. Et donc cette personne-là était intéressée par cette notion de polyvalence. Et accepter que les choses se construisent en même temps. Exactement. Il y a pas encore de guide ou de... Alors non, alors c'est l'intérêt aussi pour lui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a, comme sur différentes situations, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'était aussi très motivant pour lui de partir de la feuille blanche, de ne pas avoir de cadre trop défini et de pouvoir justement toucher un petit peu à tout et de participer à la construction d'un projet. Donc lui, on l'a recruté dès le départ, c'est ce premier collaborateur de Budgetbox. Et on a commencé par recruter quelques stagiaires au départ, donc on a mis une annonce assez classiquement, et c'est en essayant d'intéresser les gens par rapport à cette démarche de construction from scratch d'un projet qui possiblement pouvait se développer très très rapidement. Et les premiers stagiaires qui sont venus travailler chez Budgetbox, parmi ces stagiaires, on a ensuite recruté les premiers collaborateurs, et notamment certaines personnes qui sont encore là aujourd'hui. Vous êtes combien aujourd'hui chez Budget? Aujourd'hui, on a une cinquantaine de collaborateurs. Donc répartis sur Rouen et Paris, hein, si je dis C'est pas de ça, en bêtises. fait, on a donc le siège de la société historique est ici à Rouen, toute la partie R&D, développement informatique est ici à Rouen, et on a créé en 2012 à Paris un bureau commercial, et donc toute la force commerciale et marketing est maintenant sur Paris. D'accord. Sur ces 50, est-ce que, parce que c'est souvent le cas dans les domaines techniques et dans les startups, est-ce que tu as un gros turnover, plutôt des gens qui restent assez longtemps, et c'est quoi plutôt le profil? Euh, je, on recrute beaucoup, donc ça peut arriver sur du recrutement où parfois la personne, pour différentes raisons, ne reste pas. Alors ça peut être de notre fait ou de son fait. Après aujourd'hui, je pense qu'on a plutôt une bonne stabilité dans les équipes. On doit avoir une durée moyenne en poste qui va être de l'ordre de 3 ans, je crois. Sur LinkedIn, ils publient un peu les stats et je crois qu'on a une durée en poste moyenne de 3 ans, ce qui est plutôt pas mal sur des Très structures, correct, oui, en termes structures de... comme les nôtres. Donc non, on n'a pas trop de turnover. Alors il y a du turnover parce qu'on recrute beaucoup. Donc mécaniquement, quand on recrute beaucoup, le recrutement c'est quand même quelque chose de compliqué et c'est jamais évident. Et pour le candidat et pour nous de s'assurer que ça va matcher après. Alors on essaie d'être très transparent et bien partager les enjeux de part et d'autre pour optimiser les chances que ça se passe bien après. Donc on a un petit peu de turnover sur les phases de recrutement, mais au global, une fois que les personnes sont en poste et intégrées au niveau de la société, en général, on a des durées en poste qui sont relativement longues. Ouais. En termes de management, comment ça se déroule? Est-ce que vous avez beaucoup de managers? Est-ce que au contraire c'est le plus plat possible et le moins pyramidal possible? Quelle orientation vous avez pris? Et peut-être que ça évolue en cours de route d'ailleurs. Alors ça a évolué parce que mécaniquement, quand on était 4 ou 5, on connaît tout le monde, on travaille tous ensemble dans le même bureau, donc on est tous impliqués sur tous les sujets. L'entreprise évoluant, le nombre de personnes étant plus important, on a été obligé de structurer les choses. Et aujourd'hui, oui, on a des managers clés sur les différents postes, que ce soit sur la partie commerciale, que ce soit sur la partie marketing com ou sur la partie technique, qui font, on va dire, cette partie management et l'interface entre l'équipe de direction et puis les collaborateurs, et qui gèrent donc chacun une équipe ici chez Budgetbox. D'accord. Et toi, pour ta part, comment ça s'est passé cette évolution? Parce que forcément, quand on est 2, 3, 4 avec des gens qu'on connaît bien, avec qui on parle tous les jours, quand on commence à passer à 50, qu'on a une équipe qui est dans une autre Ouais. ville, donc qui fait. Alors, effectivement, elle est peut-être plus dans ton métier d'origine qui est le commerce, mais tu te mélanges avec des métiers différents, tu as des nouveaux arrivants et non pas les historiques. Ouais. Comment tu as abordé cette évolution de ton côté? Est-ce que c'est quelque chose, parce que je le rappelle, finalement, tu n'avais jamais travaillé Ouais. avant, c'est ta première boîte, ta première expérience professionnelle, c'est ta C'est propre ça. boîte. Euh, comment tu as abordé Alors, tout ça? je pense qu'il y a eu, sur cette phase de structuration,
il y a pu y avoir deux éléments déclencheurs. Soit, j'allais dire la saturation, c'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire et que c'est juste impossible de continuer avec l'organisation actuelle parce qu'on est sur tous les fronts et quand on est partout, on est un peu nulle part. Et donc, nécessité de processer les choses et de réorganiser avec des personnes qui vont pouvoir, de créer des départements avec des personnes qui vont pouvoir s'en occuper parce qu'il y a un moment, voilà, de facto, on peut pas tout faire. Donc ça, on va dire, c'est le premier axe qui s'est passé. Et ensuite, on a eu aussi des initiatives personnelles de collaborateurs en fait, qui nous ont proposé de dire, bah voilà, je pense que par rapport à notre organisation actuelle, par rapport aux enjeux qu'on a, ce serait intéressant de s'organiser de cette façon-là et de créer un nouveau département qui sera en charge de cet aspect-là. On a eu par exemple le cas avec la partie support qualité. Au départ, on n'avait pas forcément de département support et de département qualité. En fait, c'était géré directement par les équipes de développement. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec les collaborateurs qui normalement étaient plutôt censés faire devaient faire du développement, qui faisaient énormément de support, énormément d'infra, et c'est pas leur métier. Et il y a quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous a dit, écoutez Gauthier Pierre, je pense que là c'est le bon moment par rapport à l'activité qu'on a générée, il faut qu'on restructure l'organisation et que les développeurs se concentrent sur la partie développement et qu'on crée un département support qualité. Aujourd'hui, on a 5 personnes sur cette partie support qualité, alors qu'il y a encore pas si longtemps, il y avait personne. Donc c'est vraiment à la fois des besoins par rapport à l'évolution de l'entreprise, où à un moment on se dit là, il faut vraiment qu'on crée un département, alors soit parce qu'on ne l'a pas et c'est un manque, soit parce que c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes et qu'on n'arrive plus à faire parce qu'on a trop de choses à faire, soit c'est venu de par les initiatives des collaborateurs qui se rendaient bien compte que la société évoluant et grossissant, il y avait nécessité de réorganiser les choses. D'accord. C'est quelque chose que vous encouragez, la prise d'initiative ou le fait que les collaborateurs puissent proposer une organisation ou des nouveaux projets ou des nouveaux systèmes, des nouveaux processus? Ah ouais, complètement. Ouais, on est vraiment dans une démarche. L'autonomie et la responsabilité, c'est une des valeurs de la société. Et on encourage les collaborateurs à proposer des choses, alors à la fois en termes de structuration, mais également sur l'aspect métier des choses, hein. Quand il y a quelqu'un qui a une idée, on leur dit même, c'est même de leur devoir de le dire quand il y a des choses, soit qu'ils identifient et qui ne vont pas, ou quand à l'inverse, il y a des choses qui vont bien, mais peut-être on pourrait le faire différemment pour que ce soit encore mieux. On encourage vraiment les collaborateurs à aller dans ce sens. Et donc ça fait quasiment partie de la fiche de poste, si je comprends bien, de proposer. Concrètement, vous y prenez comment? Ce sont des réunions, ce sont des boîtes à idées, ce sont des remontées via les managers qui eux-mêmes remontent encore les choses? Alors, on ne l'a pas processé, mais ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que là, si je prends l'exemple du département support qualité, c'est la personne qui est venue nous voir. On est vraiment très ouvert, hein. Les bureaux, les portes sont toujours ouvertes. Donc, c'est un collaborateur qui vient proposer l'idée assez spontanément ou qui envoie un mail. Ce qu'on s'attache à faire, c'est dès qu'il y a quelque chose qui remonte comme ça d'un collaborateur, que ce soit le collaborateur directement ou via un manager, et ben que ça ne reste pas lettre morte. C'est-à-dire que systématiquement, on s'attache à prendre le point. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps à être opérationnalisé. Parfois, on dit bah non, malheureusement, c'est pas possible pour différentes raisons. Mais en tout cas, on s'attache à ce que quand il y a quelque chose qui remonte d'un collaborateur ou d'un manager, il soit assuré que ce soit pris en compte et qu'il ait une réponse. Il aura un retour, même si c'est pas validé, Exactement. même si vous avancez pas, mais dans tous les cas, il aura un retour Ouais. concret sur ce qu'il a proposé. Ouais, parce que je pense que si jamais on fait pas ça, au bout d'un moment, si les personnes remontent des points et que c'est pas pris en compte, bah, ils vont plus le faire, quoi. Donc on s'attache à le faire et du coup ça se fait assez naturellement. Alors ça veut pas dire qu'on dit oui à tout, hein, mais en tout cas on prend en compte la demande et quand c'est pas possible, on essaie d'expliquer pourquoi c'est pas possible et quand c'est possible, on le met en place, quoi. Tu penses que la clé dans votre management et même dans ta conception, c'est ce côté autonomie et ce côté tenir toujours les gens au courant qui est important et qui fait que ça se passe bien, que c'est les éléments les plus importants? Ouais, je pense que c'est important de leur donner le feedback sur leurs initiatives, sur leurs propositions, parce que oui, je pense que s'il n'y a pas de feedback et s'il n'y a pas de retour, au bout d'un moment, la personne, elle va le remonter une fois, elle va le remonter deux fois, elle va le remonter éventuellement trois fois. Si quelqu'un qui est un petit peu assistant, puis au bout d'un moment, on se dit bon, c'est bon, je l'ai remonté, on m'a pas écouté, donc j'arrête de remonter les choses. Donc c'est dommage pour l'initiative, mais c'est encore plus dommage pour l'initiative d'après, parce que je pense que c'est des comportements comme ça qui peuvent tuer les initiatives derrière, quand les collaborateurs n'ont pas le sentiment d'être écoutés et que leurs demandes soient prises en compte. D'accord. Au niveau de l'évolution de ton propre poste, Mm. euh, comment tu as appris à appréhender ça? Est-ce que, on va pas se mentir, quand on sort de l'école, en général, on est éventuellement formé à des savoir-faire, pas trop à des savoir-être et à gérer une fois qu'il y a de l'humain. Ce qui explique aussi que beaucoup de gens finalement ne veulent pas monter une boîte ou alors que ça s'arrête à ce niveau-là. Comment tu t'es formé de manière empirique?
vous avez testé des choses avec ton associé et puis ça marchait ou ça marchait pas? Est-ce que vous avez fait appel à des mentors? Est-ce que, au contraire, vous avez été très demandeur de retour de vos collaborateurs ou d'autres entreprises pour voir ce qui se faisait? Comment tu as appréhendé ce changement? Alors, on apprend de par ses erreurs. C'est-à-dire que mécaniquement, quand on est entrepreneur, on fait au départ, surtout comme tu dis, quand c'est notre première expérience, beaucoup d'erreurs. Et généralement, quand on est entrepreneur et qu'on apprend de ses erreurs, j'allais dire, on en paye directement les pots cassés. Donc on apprend beaucoup plus Il n'y a vite. personne entre deux pour en faire le Voilà, tampon. voilà, on C'est pour apprend toi. beaucoup plus vite que quand on n'a pas les effets immédiats des erreurs. Donc mécaniquement, on a fait énormément d'erreurs, on a beaucoup appris de ses erreurs. Et ensuite, oui, effectivement, je pense qu'on a la chance d'avoir en France et particulièrement aussi à Rouen un écosystème d'accompagnement à la création d'entreprises qui est très important. Donc on a fait partie de ces différents réseaux qui bien souvent allient à la fois un accompagnement financier et un accompagnement humain. Donc avec un système de mentorat, de parrain, qui nous permettent d'éviter de faire trop d'erreurs et d'apprendre peut-être plus rapidement que si jamais on était livré à nous-mêmes. Donc il y a eu le réseau Entreprendre, il y a eu Rouen Initiative, il y a eu les incubateurs, soit l'incubateur de la région, l'incubateur de Neoma, le CJD ensuite, le Centre des jeunes dirigeants. Donc on a tous ces accompagnements qui permettent d'éviter de faire trop d'erreurs et d'avoir en tout cas ce système de mentorat pour apprendre beaucoup plus vite que si on était tout seul, quoi. Et tu dirais que c'est essentiel pour un dirigeant, mais même peut-être un manager de manière générale, d'avoir cet aspect communautaire, cet aspect échange avec des pairs pour pouvoir s'améliorer et que... Oui, oui, je pense que sinon on irait beaucoup moins vite. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il faut aller vite. Donc c'est quand même dommage de refaire des erreurs que d'autres ont fait avant, si on peut ne pas les faire parce qu'on partage justement ce retour d'expérience. Et même si on crée des sociétés dans des domaines qui sont très différents, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'enjeux, typiquement sur le management, qu'on va retrouver quel que soit le domaine. Donc c'est vraiment important de pouvoir échanger avec d'autres chefs d'entreprise sur ces enjeux-là pour aller beaucoup plus vite. Et en plus, ça se fait assez naturellement parce que quand on a eu le problème, on aime bien entre guillemets le partager pour éviter que la personne à côté refasse la même erreur. Et donc c'est du donnant-donnant et c'est de la réciprocité qui est enrichissante pour tous. Et de la même façon, quand on partage sur ces enjeux-là, c'est toujours intéressant d'interagir pour voir comment la personne l'a résolu. Est-ce que je vais le résoudre exactement pareil? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas une meilleure moyen de le faire? Et c'est ces échanges qui font qu'on va beaucoup plus vite et qu'on évite, qu'on fait peut-être un petit peu moins d'erreurs que si jamais on était tout seul, quoi. Alors, la question va peut-être être difficile parce que, encore une fois, c'est ta première entreprise directement après l'école et elle se porte très bien. Ça fait partie, je le dis parce que tu seras trop humble pour le dire, mais ça fait partie des belles entreprises, notamment normandes, et qui pourtant ne sont pas spécialement connues. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que c'est une volonté que ce soit pas spécialement connu ou ça s'est fait comme ça? Non, il n'y a pas de volonté. Après, on n'a pas une démarche de mise en avant spontanée, parce que voilà, c'était pas forcément dans notre culture et dans ce qu'on souhaitait faire. Donc, on a toujours été vraiment focusé sur notre business et sur le développement de l'entreprise. Et il se trouve qu'on adresse principalement des grands comptes qui ne sont pas forcément présents en région. Donc, c'est aussi pour ça que ça fait peut-être moins j'allais dire d'écho en région, parce que de par notre cible et de par les personnes avec lesquelles on travaille, on est systématiquement sur des grands comptes nationaux qui ne sont pas forcément voilà, on n'a pas un besoin de faire de la communication au travers de ce qu'on fait. On fait vraiment de la communication ciblée au travers des personnes qu'on souhaite adresser et qui sont donc, on est en B2B, qui ne sont pas des personnes en région. Et tu dirais que ça a pu te poser des problèmes ça, en termes de recrutement, de peut-être pas avoir cette visibilité que d'autres startups ou d'autres entreprises peuvent avoir, surtout sur des recrutements peut-être techniques, Ouais. où ce sont des métiers en tension. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Au début, on faisait mais vraiment pas du tout de communication sur ce sujet-là, donc on n'était pas du tout connus. On faisait des belles choses en interne. Il y a des vrais gros défis techniques qui sont relevés par les équipes ici, qui sont très challengeants, qui sont très intéressants pour les personnes qui travaillent sur ces sujets, et ça ne se savait pas. Et du coup, au bout d'un moment, on a eu quelques soucis sur du recrutement, parce que du coup, voilà, les personnes n'avaient pas forcément conscience des enjeux qui étaient ici. Donc on a eu cette démarche peut-être d'un petit peu plus valorisée, notamment au travers de participation à des événements type Codeur en scène, qu'on ne faisait pas au départ pour pouvoir partager avec la communauté ce qu'on fait et d'ailleurs faciliter un petit peu les recrutements sur des personnes qui sont intéressées pour relever ces défis et qui n'étaient pas forcément au courant que chez Budgetbox il y avait ce type de défi, quoi. Oui, du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, on est un peu obligé de faire et de la communication et du marketing pour les clients et de la communication et du marketing pour les collaborateurs et pour
c'est un peu indispensable. Ah ouais, complètement, ouais. Ouais. Et que ce soit sur des profils commerciaux, sur des profils techniques, on est sur des marchés. Alors, on cherche aussi des profils très spécifiques, hein, donc on réduit forcément du coup l'écosystème. Alors, de par leurs compétences sur les sujets qu'ils vont adresser, mais également par rapport à l'état d'esprit sur un fonctionnement. Alors, même si on n'est plus vraiment une start-up, on essaie quand même de garder cette dimension entrepreneuriale. Peut-être Donc, plus rapide et puis d'innovation. exactement, rapidité d'exécution, innovant, force de proposition. Donc oui, on est aujourd'hui obligé d'avoir cette démarche de communication vis-à-vis des candidats potentiels pour que ça se sache que ce qu'on fait, pour que les personnes qui peuvent être intéressées par ce type de sujet sachent que chez Budgetbox, on peut adresser ce sujet-là. D'accord. Bah, merci Pierre, c'était vraiment très intéressant d'avoir cette vision-là et d'une entreprise qui, je me permets de le dire, n'est pas assez connue par rapport au succès qu'elle a. Merci. J'ai toujours une question un peu difficile pour la fin, et tu vas y avoir le droit. Quelle est la chose que tu aurais voulu savoir ou que tu aurais fait autrement, ou le conseil que tu aurais voulu recevoir en termes de management, en termes de gestion d'humain, et qui peut-être t'aurait évité de faire des erreurs? Effectivement, c'est pas une question évidente parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Je pense que si je devais en retenir un, c'est de ne pas sous-estimer l'importance de la communication interne. C'est-à-dire que quand on évolue et quand on a une structure qui grossit rapidement, forcément on pivote. Il y a des choses qui nous paraissent, et ne pas considérer que ce qui est évident pour soi l'est pour les autres. Euh, on pivote beaucoup, on change beaucoup, et quand on a parfois la tête dans le guidon, on a parfois tendance à sous-estimer l'importance d'expliquer et de partager ça avec tous les collaborateurs et toute l'entreprise pour pouvoir embarquer tout le monde. Parce que voilà, nous on a pivoté, on est en train d'avancer et on a un peu la tête dans le guidon et on sous-estime cette partie-là. Et le risque de pas suffisamment communiquer en interne, c'est que soit il y a de la mécompréhension par rapport à ce qu'on souhaite faire, soit des collaborateurs qui adhèrent pas forcément au changement on va dire de direction. Donc je pense que c'est important de bien toujours expliquer et communiquer en interne et de ne pas sous-estimer l'importance de la communication interne. Bon. Très bon conseil. Je te remercie, Pierre. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour d'autres interviews. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Et encore une fois, merci Pierre et longue vie à Budgetbox. Merci Guillaume, merci à toi.